Bienvenue. Alors, nous allons corriger un exercice type, titrage de l'acide oxalique. Donc, on vous dit l'acide oxalique, C2O4H2, a de nombreuses utilisations. Solution aqueuse, il est vendu comme nettoyant. On souhaite déterminer la concentration en acide oxalique d'un nettoyant dont l'étiquette indique 50 g par litre. Pour cela, on dilue 10 fois le nettoyant et on titre un volume V1 égale 20,0 ml de la solution obtenue à l'aide d'une solution d'ion permanganate, MnO4- à la concentration C2, 5,10-2 mol par litre en pression d'ion H+ en excès. On obtient le volume équivalent de 8, alors je souligne les données pertinentes, donc le volume équivalent 8,7 ml, et on vous dit donner une seule espèce colorée. La seule espèce colorée est l'ion permanganate qui est violet, donc toutes les autres sont incolores. On vous donne les couples oxydant-réducteurs, des masses molaires atomiques. Première question, donc complétez l'équation de la réaction de titrage en écrivant préalablement les demi-équations d'oxydoréduction. Donc on y va. Alors je vais le faire ici. Alors premièrement, alors les deux espèces chimiques, donc c'est MnO4- qui est l'oxydant du couple MnO4- Mn2+. Donc je vais écrire la demi-équation ici. Alors je souligne pour bien, je souligne parce que c'est un des réactifs de la réaction. Et l'autre couple, donc c'est CO2 et acide oxalique, C2O4H2, et c'est lui l'autre réactif. Voilà. Alors ici, donc j'écris en commençant par l'oxydant, par le réactif de la réaction, donc MnO4-. MnO4-, alors je vais peut-être pas trop bouger parce que sinon ça va pas le faire. Hop, là, j'ai peut-être, voilà, je le mets un peu plus par là. Donc MnO4-, donc il va y avoir des électrons, puisque c'est l'oxydant, donc c'est celui qui capte les électrons. Et puis qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner du Mn2+, qui est le réducteur associé. Alors je commence par équilibrer les manganèses, donc un manganèse, c'est parfait. Les 4 oxygènes ici, je les équilibre en faisant apparaître 4H2O, qui est d'un 4H2O. En faisant apparaître 4H2O, j'ai fait apparaître 8 hydrogènes qu'il faut que j'équilibre de l'autre côté en rajoutant des H+. Donc 8H+. Donc maintenant j'équilibre les charges électriques. J'ai 2 charges positives de ce côté-là. Je dois avoir 2 charges positives. J'en ai 8 de ce côté-là. Il m'en faut 6 moins. Donc j'ai déjà 1 moins, plus que 5 moins. Voilà. Donc voilà la demi-équation avec le permanganate. Ensuite, la demi-équation avec le CO2 et l'acide oxalique. Donc j'écris d'abord le réducteur, C2O4H2. Voilà. Donc qui va donner du CO2 plus des électrons. Alors je vais peut-être pas avoir assez de place là. Si. Hop. 8. Voilà. Donc ça va donner CO2 plus électrons. Voilà. Alors je commence par équilibrer les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc j'ai 2 carbones ici, je dois avoir 2 carbones parmi les produits. 2 fois 2, 4 oxygènes, c'est parfait. 2 hydrogènes, et bien je rajoute 2 H+. Voilà, 2 H+. Maintenant, je dois avoir 2 électrons pour équilibrer les charges électriques. Alors, ensuite, il s'agit d'ajouter simplement les 2 demi-équations. Alors je ne peux pas simplement les ajouter puisque le nombre d'électrons capturés ici par les oxydants doit être égal au nombre d'électrons délivrés par les réducteurs. Et donc ici, lui, il en a besoin de 5, lui, il en libère que 2. Eh bien, je multiplie ça par 2, donc fois 2 ici. Et toute cette équation, je la multiplie par 5. Donc 5 fois ça. Et donc je vais obtenir
Alors 5, alors C2O4H2, oups, voilà, plus 2MnO4-. Alors les électrons, bien sûr, 10, justement, ils vont s'éliminer, hein, c'est fait pour. Alors les H+, j'en ai 16, 8 fois 2, 16 de ce côté-là, 16H+, voilà, j'ai tout mis. Ensuite, ça donne quoi? Donc ça donne 2 CO2, plus, non pas 2, 2 fois 5, 10, pardon, ah, excusez-moi, elle est un peu grosse la gomme là. Hop, oui. Donc 2 fois 5, 10 CO2, plus 2 Mn2+, plus, alors 8 H2O, 8 H2O, plus, oulala, 2 fois 5, 10 H+, 10 H+, voilà. Alors je vais simplifier un peu les H+, donc là j'en ai 10 de ce côté-là, j'en ai 16 là, et donc ça m'en fait plus que, alors je mets ça en rouge par exemple, hein, voilà, donc je simplifie ici, et ça il m'en reste 6H+, voilà, donc j'ai mon équation ici, alors je peux directement la compléter ici, alors 6H+, combien j'ai dit là, 10 CO2, 2 Mn2+, et 8 H2O, voilà, alors on peut vérifier, hein, donc 2 fois 5, 10, 10, 5 fois 4, 20, plus 2 fois 4, 8, 28 oxygènes. Donc j'en ai 20 plus 8, 28. Les hydrogènes, j'en ai 10 de ce côté-là, 16. Et 8 fois 2, 16. Donc ça c'est bon. Les charges électriques, j'ai 4 fois 2, 8 charges moins plus 2, plus 6 H+, ça fait 2 moins. Pardon, 2, 2 moins et 6 plus, ça fait 4 plus. 2 fois 2, 4 plus. Donc tout est équilibré, aussi bien les éléments chimiques que les charges électriques. Donc c'est parfait. Alors la suite. Deuxième question. Donc ça c'est un petit rappel sur l'oxydoréduction, ça fait pas de mal. Quelle propriété doit avoir cette réaction pour servir d'un titrage? Donc pour une réaction, pour qu'elle serve de titrage, il faut qu'elle soit rapide, bien sûr, hein, et totale. Et totale. Bon, souvent on rajoute aussi unique, mais bon, a priori, si j'ajoute, bon, je ne mets que ces réactifs-là, donc réactif total. Rapide et total. Ensuite, troisième question, identifier le réactif titré et le réactif titrant. Alors, le réactif titré, c'est celui dont on veut chercher la concentration, c'est-à-dire, c'est de l'acide oxalique, hein, qui est le réactif titré. Ça, c'est le réactif titré. Et le titrant, c'est celui qui réagit avec l'acide oxalique, c'est le MnO4. Donc le MnO4, le permanganate, c'est le réactif titrant. Ok. Ensuite, quatrièmement, faire un schéma légendé du montage de titrage. Alors, hop, oula, c'est pas bien joli, hein. Enfin bon, c'est un schéma. Donc je dessine ma burette sur son support. Ici, peut-être éventuellement, allez, je mets ça un petit Erlenmeyer. Voilà, petit agitateur, hein, un petit barreau aimanté. Donc ça c'est l'agitateur magnétique qui entraîne le barreau aimanté. Alors je vais juste préciser là-dedans qu'est-ce que je mets. Ici je mets ma solution de permanganate, de MnO4-, hein, et ici j'ai ma solution sol d'acide oxalique, hein, donc de C2O4H2. Voilà. Ok, alors évidemment, là il y a un petit souci, c'est que le support, il doit être au même niveau quand même. Voilà. Donc bon, il n'est pas très joli mon schéma, mais bon, il y a l'essentiel, hein, c'est-à-dire la burette graduée avec le réactif titrant dedans et mon réactif titré dans mon Erlenmeyer avec l'agitation magnétique. Ok. Alors, cinquièmement, pour quelle raison pratique justifie qu'on dilue 10 fois la solution à l'antitrait? Si on dilue 10 fois, du coup il y a 10 fois moins de quantité de matière, et donc il y a besoin de 10 fois moins aussi bien de réactifs, quoi. Donc il y a
Hein, donc on gâche moins de réactifs. Hein, moi, voilà. Donc on gâche moins. On gâche, pardon, moins. Oula, qu'est-ce que j'ai écrit là? On gâche. On gâche moins de réactifs. On gâche moins de réactifs. Bon. Bon, après, si on est riche, on peut. Voilà. Alors, expliquer comment repérer l'équivalence. Alors, l'équivalence, donc la réaction de titrage, ben, c'est ça qui réagit avec ça. On a dit que la seule espèce colorée, c'était le MnO4 qui était violet. Et donc, quand je le mets au début, ben, il va être le réactif limitant. Donc, il va disparaître. Donc, ma solution, elle va rester incolore tant que j'en mets pas assez. Et au bout d'un moment, ben, arrivé à l'équivalence, j'en mettrai pile poil la quantité. Et à la goutte d'après, bah, la solution va devenir de la couleur violette du réactif en excès. Donc, donc par un changement de couleur, alors on précise, bon ça c'est le cas général, on repère une équivalence par un changement de couleur, et donc ici ça passe de incolore à violet. À violet, bon violet très clair au début, c'est à la goutte près. Voilà. Alors, 7e question, petite question de cours. Comment est-ce qu'on définit l'équivalence? Deux définitions sont possibles. Alors, l'équivalence, c'est donc équivalence, c'est l'état du système. Ça correspond à l'état du système. Hein. C'est l'état du système. Tel que j'ai ajouté la bonne quantité, qui fasse justement changement de couleur. C'est-à-dire que c'est l'état du système qui correspond. Alors ça c'est première définition. Alors 3 petits points. Alors petit a, qui correspond à un changement de réactif limitant. Un changement de réactif limitant. De réactif limitant. Oups, de réactif. Non, pourquoi je mets un S? Oui, pas besoin de S. Il y en a un réactif, donc c'est un changement de réactif limitant. Donc ça, c'est la première définition. On peut aussi une définition équivalente. L'équivalence, ça correspond à l'état. C'est l'état du système qui correspond au moment pile poil où j'ai mis les réactifs dans les proportions stoichiométriques. Donc c'est l'état du système tel que les réactifs sont dans des proportions stoichiométriques. Le mélange est stoichiométrique en fait. Les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Sont en proportion stoichiométrique. Voilà. Stoichiométrique. Puisque la réaction est totale, les réactifs, s'ils sont introduits en proportion stoichiométrique, ils sont tous les deux limitants, c'est-à-dire qu'ils disparaissent à l'état final, qui arrive très rapidement puisque la réaction est totale. Allez, quasi immédiatement. Alors, ensuite, huitièmement, donc voilà, là on commence à rentrer dans les calculs. Alors, déterminer la concentration de la solution phi. Alors, ça c'est la concentration, alors ça c'est le volume V1, C1, c'est pas mal de mettre ici. Et à l'équivalence, ici j'aurai, donc j'ai la concentration C2, voilà, C2 et VE, volume équivalence. VE, alors VE qui l'ont noté ici. Alors, donc à l'équivalence, on a tout simplement, donc ils sont dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que le nombre initial d'acide oxalique, donc de C2O4H2, divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 2, le coefficient stoichiométrique ici, là, est égal au nombre initial de d'ion permanganate, MnO4-, divisé par le nombre stoichiométrique 5. C'est-à-dire que si on fait le rapport de ça sur ça, c'est égal à ça sur ça. Donc ils sont bien dans la proportion stoichiométrique. C'est ça l'équivalence. Alors maintenant, évidemment, je vais remplacer par les données. Donc N1, c'est quoi? C'est C1V1. Et donc ça me fait C1 fois V1 sur 2 égale à C2 fois
volume équivalent sur 5. Voilà. Alors ce qu'on cherche, c'est C1, donc C1 égale, donc C1 égale. Alors 2 cinquièmes, alors 2 cinquièmes, le V1 il va passer de l'autre côté, donc ça, je divise par V1, donc ça fait VE sur V1, VE sur V1, et puis C2. C2. Voilà. Donc là, j'ai regroupé les nombres stoichiométriques, le rapport des volumes et les concentrations, ce qui permet de ne pas forcément mettre tout dans les unités, on va dire, en mol par litre, je peux en litres, ou je peux laisser en millilitres, il n'y a pas de souci. Hein. Donc application numérique, ça me fait quoi? Ça me fait C1, pardon. C1 est égal, donc 2 cinquièmes j'ai bugué là. Attends. J'ai bugué. Ah oui, le nombre stoichiométrique, pardon. Le nombre stoichiométrique de... Ah oui, j'ai bugué. Ah oui, non mais c'est ça, oui. Pardon, excusez-moi. Hop. Voilà, bon, ça c'est le coup classique. Tu confonds ta droite et ta gauche. Donc le coefficient stoichiométrique de C2O4H2, il est là, c'est 5. Pardon, oh là là, oui. C'est 5. Et le nombre stoichiométrique de MnO4-, c'est 2. Voilà. Donc là, je me suis trompé, j'ai interverti 2 et 5. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, hein, ça arrive tout le temps. Faut juste faire attention que ça n'arrive pas le jour du contrôle. Hein. Et donc ça fait 5 demi. Voilà. Et donc 5 demi, donc ça fait 2,5 multiplié par volume équivalent, on a dit que c'était 8,7 millilitres, divisé par 20,0 millilitres, ça c'était le volume V1, multiplié par la concentration C2, elle est là encore, 5,00 fois 10-2 mol par litre. Alors moi j'aime bien laisser les unités dans les calculs, l'application numérique, hein, ce qui permet de voir que on ne s'est pas trompé. Alors les millilitres 120, hein, c'est pour ça que c'est pas la peine de faire x 10-3, hein, donc j'ai juste ce calcul à faire et j'ai bien directement ma concentration en mol par litre. Voilà. Donc tout calcul fait, ça donne, donc là il suffit de rentrer, hein, ça donne 5,4375. Alors évidemment on va arrondir avec un bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire ici 2, hein, ce qui limite la précision, c'est la précision du volume équivalent. Donc 5,4 fois 10-2 mol par litre. Voilà. Donc C1. Alors C0, donc ça c'est C1, la solution d'acide oxalique qu'on a dilué 10 fois. Comme on a dilué 10 fois, C0 c'est 10 fois. C0 c'est 10 fois C1. Hein, C1, puisque ça a été, le nettoyant il a été dilué 10 fois. Entre parenthèses si vous voulez, nettoyant, dilué 10 fois. Voilà. Donc ce qui fait, ça fait 10 fois ça, ça fait au lieu de 10-2, c'est 10-1. Quoi. Voilà. Donc ça fait 5,4 fois 10-1 mol par litre. Bon, si vous n'aimez pas les puissances de 10, hein, vous pouvez mettre 0,54, hein, c'est pareil, mol par litre. Alors ensuite, neuvième et dernière question. Neuvièmement, je vais l'écrire ici. Donc neuvièmement, en déduire la concentration en masse. Bon, CM0, c'est égal à C0 fois la masse molaire. De même que la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire, la concentration en masse est égale à la concentration en mol fois la masse molaire. Et donc la masse molaire, il faut la calculer. La masse molaire de l'acide oxalique, donc c'est M2C2 O4H2. Donc là, j'additionne les masses molaires des atomes qui constituent la molécule, c'est-à-dire 2 fois 12, 2 fois 12 plus 4 fois 16, plus 2. Voilà. Et donc ça fait 90 grammes par mol. Gramme mol moins 1. Voilà. Et donc au final, CM0 est égal à 5,4 fois 10-1 multiplié par 90. Alors j'aurais dû laisser les unités, hein, donc bon c'est pas grave. Donc ça fait quoi exactement ça? Alors ah oui, donc en faisant le calcul, ici j'ai arrondi bien sûr, hein, il y avait 375.
je peux reprendre le calcul intégral et arrondir avec deux chiffres significatifs. Et donc j'obtiens 49 grammes par mol. Grammes par litre, pardon. Grammes par litre. Voilà. Donc c'est assez proche. C'est proche des 50 grammes par litre qui étaient annoncés. Donc c'est pas mal. Hein? Ah non. J'espère que... Ouais. Non, non, c'est bon. Donc 50 grammes par litre. Hein. On peut même calculer. Donc c'est assez proche. Et l'erreur relative... L'erreur relative, c'est quoi? Donc c'est une erreur de 1 sur 50. Donc c'est 50 moins 49. Donc il y a 1 gramme par litre d'écart par rapport aux 50. Donc ce qui fait 1 sur 50. Ce qui fait du 2 sur 100, c'est-à-dire du 2%. Donc l'erreur relative, 2%, peut s'expliquer par les erreurs de mesure de volume. Hein, peut s'expliquer par les incertitudes plutôt que les erreurs. Hein. Ouais, bon. Ouais, bon, d'accord. Bon, les incertitudes. Les incertitudes de mesure de volume. De volume. Alors mesure avec un S parce qu'il y a à la fois le volume équivalent, il y a lors de la dilution, le prélèvement, etc. Donc de volume. Voilà, 2%, c'est typique. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce petit exercice vous a bien aidé. Merci.